Bonjour à toutes et tous et bienvenue à la seconde conférence des Midi-conférences sur la gouvernance des données organisée dans le cadre de la chaire Justice sociale et intelligence artificielle. Mon nom est Anne-Sophie Hulin et en tant que titulaire de cette chaire pour l'année 2022-2023, il me fait grand plaisir de vous accueillir ce midi. Alors, avant d'introduire notre conférencier du jour, je vais débuter par quelques mots de présentation sur la chaire Justice sociale et intelligence artificielle. La chaire Justice sociale et intelligence artificielle est une chaire de recherche née du partenariat franco-québécois entre la Fondation Abéona, l'École normale supérieure PSL et l'Obvia, permettant à un professeur ou une professeure invitée de travailler sur les différents enjeux sociaux que soulève le déploiement de l'IA. Actuellement, le programme de la chaire se concentre sur les enjeux indirects, mais non moins cruciaux du développement de l'intelligence artificielle, qui se veut pour une intelligence artificielle éthique et responsable. Et vous vous en doutez, c'est un thème qui tourne sur la gouvernance des données. Alors, pour plus d'informations sur nos travaux et activités à venir, je vous invite à visiter la page Internet de la chaire que vous pouvez trouver à travers le site de l'Obvia. Sur notre site aussi de la chaire, vous pourrez retrouver les enregistrements des midi-conférences sur la gouvernance des données. Nous vous partagerons cette information dans la boîte chat ici de ce webinaire. Alors, aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Rodolphe Desbordes pour une conférence sur la conciliation entre le big data et l'intérêt général. Bienvenue Rodolphe et merci d'avoir accepté de participer à ce cycle de conférences. Alors, je vais vous présenter à notre audience. Rodolphe, vous êtes professeur d'économie à la Schema Business School en France. Avant cela, vous étiez professeur associé en économie à Glasgow, au Royaume-Uni. Vous êtes diplômé de Sciences Po Paris et vous détenez notamment un doctorat en économie internationale de l'Université Paris 1. Vos domaines de prédilection sont entre autres l'investissement direct étranger, le développement économique, les épidémies, les transitions politiques et l'économétrie appliquée. Avant de vous laisser la parole, Rodolphe, j'inviterai notre audience à poser vos questions dans la boîte questions-réponses, puisqu'une période d'échange est prévue à l'issue de votre présentation. Alors, sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne conférence. Rodolphe, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous et merci encore Anne-Sophie pour cette très chouette introduction. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas lu mon CV, donc ça m'a fait très plaisir d'entendre tout cela. Mais je crois que c'est important ce qu'a mis en avant Anne-Sophie parce qu'en fait, cette conférence va mettre en avant une espèce de conciliance entre deux passions qui sont à la fois la chose publique et les données. C'est pour cela que j'ai décidé, sous l'impulsion de notre think tank, Schema Publica, sur le big data. Est-ce que le big data est au service du bien commun? En d'autres termes, très souvent présenté l'algorithme comme contrôlant notre vie. Et dans cette conférence, j'aimerais vous montrer qu'également, le big data peut être un serviteur qui peut améliorer notre société. Alors, pour commencer, évidemment, il faut toujours une motivation. Et pourquoi avons-nous besoin de big data? Parfois, on l'oublie, mais nous vivons dans une société complexe. Ces sociétés sont complexes pour plusieurs raisons, et vous le savez très bien au Canada. On peut avoir une large population sur un large territoire, et la population peut être répartie de manière hétérogène sur ce territoire. Également, bien évidemment, les sociétés sont complexes parce qu'il y a beaucoup d'individus qui font des choses différentes, des activités économiques différentes, et tout cela est très complexe. Évidemment, les individus ont également des besoins différents, il y a des personnes jeunes, des personnes vieilles, des personnes donc avec des besoins qui diffèrent et il faut les cibler. Lorsqu'on y pense, après tout, qu'est-ce qu'un gouvernement? Un gouvernement, c'est quelqu'un qui agit et pour agir, cette personne publique a besoin évidemment d'informations. Cette information doit être actuelle, fiable et localisée. Par exemple, pour fournir les bons services publics au bon endroit. Et évidemment, et nous pensons encore à la crise, à la pandémie, mais également en ce moment à la guerre qui est en Ukraine, avec les conséquences géopolitiques et géoéconomiques, pour mener les bonnes politiques économiques ou sanitaires, ou même en termes d'éducation. Et je sais, il est vrai, on dit souvent que le monde se noie dans des lacs de données, les data lakes. On dit que tout le monde, c'est tout sur tout le monde. Et pourtant, je vais argumenter
que le monde souffre d'anémie statistique, qu'en fait, il n'y a pas assez de données. Je m'explique. Regardez le graphique suivant. Je l'ai pris d'un article de Nature et je vais évidemment le clarifier. Qu'est-ce que montre cet article? Focalisez-vous, par exemple, sur la ligne au milieu qui représente les sondages aux États-Unis. Et cette ligne vous dit la chose suivante. Un ménage type aux États-Unis sera revisité par le recensement tous les 100 ans. Tous les 100 ans. Évidemment, ce ménage a le temps de vivre, de mourir, d'être remplacé, de bouger. Vous vous rendez bien compte qu'il va être très difficile de répondre de manière fiable, locale, directe aux besoins de ce ménage. Les États-Unis sont un pays puissant, très riche, un fort appareil statistique. Mais prenez par exemple la ligne tout en bas, en Afrique. Eh bien, un ménage type sera revu par recensement tous les 13 000 ans. Donc, ce ménage aura eu le temps de connaître la révolution agricole, aura eu le temps de connaître la révolution industrielle, aura le temps d'aller en espace avant d'être revu. Évidemment, genre, je suis taquin là, mais vous voyez bien que là, il n'y a aucun intérêt, puis ce ménage, en fin de compte, ne sera jamais revu. Cependant, et vous voyez déjà les limites des données traditionnelles, il y a des lignes tout en haut, des lignes plutôt bleues. Et ces lignes, vous le voyez, vous indiquent la chose suivante. Toutes les semaines ou tous les jours, les données peuvent être fournies. Par quoi? Eh bien, par les données satellites. Ces satellites sont dans l'espace, font le tour de la Terre et en quelque sorte revisitent des portions de Terre quasiment tous les jours. Évidemment, les ménages vus du ciel ne sont pas tout à fait la même information. Néanmoins, en quelque sorte, tous les jours, on peut avoir de l'information sur ces ménages et donc l'État peut en quelque sorte être là, avoir l'information tous les jours. En fait, vous voyez, grâce au big data, et je vais expliquer ensuite ce qu'est le big data, grâce à une nouvelle source de données, plus besoin d'attendre 10 000 ans, 13 000 ans pour être informé ou 100 ans. Plus besoin, en fin de compte, de faire des recensements coûteux. Ça coûte très cher, un recensement. 1 milliard annuel dans un pays moyen. Mais avec les données satellites, rappelez-vous, ligne en bleu, ces données pallient ces défaillances. Elles sont disponibles à haute fréquence, tous les jours, et une fois que le satellite est lancé, le coût marginal est plutôt faible. Alors, par cette introduction, j'ai voulu vous donner un exemple de Big Data. Ces Big Data sont une nouvelle source de données. Alors, très souvent, on parle de Big Data et il manque une définition. J'en ai plusieurs à vous donner, mais je vais essayer de vous fournir une typologie. La typologie des 5V, parce que c'est facile de la retenir et c'est vraiment très utile. Quelles sont les forces du Big Data? Tout d'abord, vous l'avez compris, c'est la vélocité, la haute fréquence d'actualisation. Rappelez-vous, on n'attend pas 13 000 ans, pas 100 ans, on peut avoir les données tous les jours. Ensuite, il y a un fort volume de données, plein de choses, on peut avoir plein d'informations disponibles. Et vous allez voir dans les applications, il y a une forte variété de sujets couverts. Les 5 V. Là, nous avons les 3 V des forces. Volume, vélocité, variété. Mais également, il y a des faiblesses. Tout d'abord, est-ce qu'on étudie vraiment avec le big data ce qui nous intéresse? Par exemple, est-ce qu'avec les données satellites, on peut vraiment étudier les rapports sociaux dans les ménages en Afrique? Sans doute non, mais on peut essayer. Et puis également, il y a la volatilité inhérente à l'objet de mesure. Imaginons que les capteurs de satellites changent. Dans ce cas-là, en fin de compte, les changements pourraient être simplement dus à un changement d'objet de mesure. Donc là, dans les 5 V, on retrouve 2 V qui sont les faiblesses, la véracité, la volatilité. Mais néanmoins, une façon de définir le big data, c'est avec les 5 V. Volume, vélocité, variété, véracité, volatilité. Alors, une façon de vous montrer cela de manière un peu plus concrète, j'ai repris ce graphique, et vous le voyez, on retrouve encore nos 5 V, mais également, on voit un petit peu ce qui se positionne dans ces 5 V. Prenez par exemple la variété des données. Ces données peuvent être issues à la fois des réseaux sociaux, de Google, elle peut être issue des systèmes commerciaux, au paiement par carte Visa, elle peut être issue par Twitter, par votre smartwatch, par les satellites, par vos habitudes de consommation électronique. Ensuite, vous retrouvez la volatilité, et ici sont les changements technologiques. Vous voyez évidemment, et c'était la motivation initiale, la vélocité. On passe de données
par exemple, de PIB par habitant, de croissance économique disponible tous les 6 mois, tous les ans, à quasiment du temps réel. Mais on retrouve également certains problèmes, la véracité. Il y a beaucoup de bruit dans ces données souvent. Il faut en extraire un signal. Et par ailleurs, nous allons en parler, il peut y avoir des biais dans ces données. Et puis ensuite, il y a le volume qui peut être aussi vu comme un obstacle. Parce qu'après tout, votre disque dur, n'est certainement pas assez grand pour stocker toutes ces données. Donc, ça demande une nouvelle pratique, une reconfiguration de la société pour traiter ces données. Nous allons en parler sous le signe de l'intelligence artificielle. Alors, les origines, nous l'avons déjà évoqué, les réseaux sociaux, mais c'est très important. Rappelez-vous, chaque fois que vous utilisez votre smartphone, chaque fois que vous utilisez un réseau social, vous laissez une trace numérique. Cette trace numérique peut être exploitée. Ensuite, il y a des organismes qui traitent des données, les banques notamment. Évidemment, l'État produit beaucoup de données. Ces données, parfois, sont dans des silos, par ailleurs, mais néanmoins, évidemment, quand vous êtes au Canada, quand vous êtes au Québec, quand vous êtes en France, chaque individu crée en quelque sorte beaucoup, beaucoup de données. Des données sociales, des données médicales, des données fiscales. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est capteur. On a parlé des satellites, j'ai parlé des smartwatches, mais il y a bien d'autres choses. Et tout cela peut être utilisé pour améliorer les choses. Alors, j'aimerais vraiment attirer votre attention sur cela. Souvent, on est habitué, quand on pense data, données, pour le bien commun, à ce que les données soient fournies soit par des recensements, qui sont vraiment les données publiques traditionnelles, ou, comme j'ai pu vous le montrer, par des satellites qui appartiennent également à des organismes publics. Néanmoins, et c'est important, de plus en plus, des sources privées émergent et elles sont de plus en plus nouvelles, et ça peut être les réseaux sociaux. Et là où est déjà peut-être un souci, va-t-on tout le temps avoir ces données? A-t-on un contrôle de ces données? N'y a-t-il pas parfois un problème de confidentialité? Et nous savons que parfois, nos données manquent de protection, parfois échappent au contrôle, sont soumis à des actions de hackers. Donc, gardons en tête que, évidemment, ce big data crée des nouveaux, en quelque sorte, peut-être pas soucis, mais des nouvelles reconfigurations de société pour tenir compte que maintenant, l'État ne maîtrise pas forcément tous les flux qui peuvent intéresser son action. Alors, j'étais un peu abstrait, ou peut-être un peu concret, ou peut-être un peu technocratique. Je suis enseignant-chercheur et j'aimerais vous donner une vision plus personnelle. Et je voudrais commencer avec ce dessin. C'est une anecdote qui est assez connue. On peut l'expliquer de différentes manières, mais imaginons cette personne rentre le soir et elle se rend compte qu'elle a perdu ses clés dans un parking sombre où il y a un seul lampadaire au milieu. Il cherche ses clés sous le lampadaire. Un policier vient et lui demande à cette personne, est-ce que c'est là où vous avez perdu votre portefeuille? Cette personne répond, non, mais c'est là où il y a la lumière. Qu'est-ce que cela veut dire? Un chercheur, notamment un chercheur qui utilise des données comme moi, évidemment, est limité par les données. Par conséquent, il n'existe pas des données pour quantifier un phénomène. Un chercheur comme moi ne s'engagera pas dans la recherche de ce phénomène. D'une autre manière, on ne regardera que les choses qui sont quantifiables ou quantifiées. Ce qui veut dire qu'il y a plein de choses qui sont intéressantes, mais qui sont ignorées par la recherche académique, tout simplement parce que nous n'avons pas les données nécessaires pour les regarder. Par exemple, la pauvreté en Afrique. Alors pour moi, le big data, c'est une source de lumière. C'est la source de lumière qui permet d'éclairer ces coins obscurs, ces coins qui méritent notre attention, mais qu'avant, nous ignorons. Donc, pour moi, le big data peut être une source énorme d'enrichissement. Ça, c'est la vision du chercheur. Alors, plusieurs applications, parce que, évidemment, quand on parle de big data, ça paraît toujours un peu abstrait. Tout d'abord, vous l'avez compris, et je l'ai rappelé, un gouvernement est là. Il y a plusieurs fonctions, vous le savez très bien. L'une des fonctions, c'est de stabiliser le cycle économique. Évidemment, lorsqu'on va intervenir en tant qu'État, on veut savoir tout d'abord comment est le malade, comment est l'économie, qu'est-ce qu'il faut faire. Et on n'a pas le temps d'attendre 6 mois, 1 an pour que les données officielles ressortent. Dans ce cas-là, il est très important de mesurer l'économie en temps réel. L'OCDE a créé ce qu'il appelle un tracker, un suiveur, si vous voulez, en temps réel de l'activité économique. Vous voyez que pour la France, j'étais un peu chauvin, je peux m'excuser, mais promis, il y aura une statistique sur le Canada par la suite. Et vous voyez que, par exemple, semaine par semaine, on peut suivre l'activité en France.
Comment les chercheurs arrivent à faire cela? Très simplement. Tout d'abord, ils identifient des mots-clés, par exemple investissement, crise économique. Ils regardent la fréquence de ces mots-clés tapés sur Google et ensuite associent, grâce à l'intelligence artificielle, la fréquence de ces mots-clés à des indicateurs plus classiques comme le PIB par habitant. Alors, vous voyez, ça, c'est vraiment important et je vous en ai parlé. Le big data en soi, c'est une matière première. Il faut l'extraire, mais ensuite, il faut la traiter, il faut la raffiner, il faut l'exploiter. Et pour cela, on a besoin, suite au volume, vraiment de l'intelligence artificielle qui permet d'extraire le signal, qui permet d'automatiser. Et comme nous allons le voir, ça peut créer des biais, mais également ça permet de créer des outils tels que mesurer l'économie en temps réel. Et très souvent, on retrouvera le tandem intelligence artificielle et big data. Ça va souvent ensemble. Une autre application qui est importante, Anne-Sophie a eu la gentillesse de rappeler que je travaille sur les pandémies et également les liens entre pandémie et mobilité et sur la diffusion des épidémies. Évidemment, ce qui est important, c'est de savoir un petit peu comment bougent les gens quand il y a pandémie. Nous sommes des vecteurs de maladies, mais également l'État peut intervenir pour restreindre et nous protéger. Notre mobilité peut être restreinte volontairement, mais également, vous le savez, par des mesures de confinement. Il est important pour l'État de savoir si les mesures de confinement marchent, car en effet, elles ont un coût énorme d'un point de vue économique. Et vous le voyez ici, grâce en fin de compte à un outil, on a été capable de mesurer la mobilité des gens en temps réel à partir du début du confinement en France. Et ici, j'ai eu la grâce de mettre également le Canada. Vous voyez d'ailleurs dans les deux pays, c'était à peu près la même évolution. Encore une fois, comment avons-nous fait? Eh bien, je suis désolé de vous le dire, mais en fait, votre téléphone portable, c'est un espion. Il vous suit tout le temps. Et en fait, si vous autorisez l'historique des positions sur Google, vous pouvez récupérer ces données. Et ensuite, bien évidemment, on peut anonymiser tout cela, les mettre ensemble et donc par la suite, voir en quelque sorte quelle est votre mobilité habituelle par rapport à votre mobilité en période de pandémie. Une autre chose qui est vraiment intéressante, c'est en fait l'utiliser comme un indicateur des changements dans la société. Vous voyez qu'encore en octobre 2022, la mobilité vers le travail est inférieure à ce qu'elle était en février 2020. Et vous le savez pourquoi? C'est évidemment parce que de plus en plus, le monde du travail change. Le monde du travail accepte le télétravail. Donc, vous voyez, on peut capter quasiment en temps réel un petit peu ces changements sociétaux. Je vous l'ai dit, en tant que chercheur et très intéressé dans le développement économique, j'ai toujours regretté parfois d'être limité dans ma recherche par le manque de données. Et c'est très souvent dans les pays qui ont le plus besoin de notre attention qu'on fait le moins de recherches. Voilà le paradoxe, parce que nous n'avons pas les données. Par exemple, comment étudier la pauvreté en Afrique lorsqu'on n'a aucune donnée? Eh bien, vous le voyez ici, vous avez une carte quasiment en temps réel, à un niveau extrêmement fin, quasiment au mètre carré du niveau de pauvreté au Nigeria. C'est une carte qui est fabuleuse et qui nous indique qu'il y a des îlots de richesse, des îlots de pauvreté et vice-versa. Encore une fois, comment est-ce possible? Eh bien, on a utilisé les images satellites, on a utilisé les quelques données que nous avions sur la pauvreté et on a entraîné une intelligence artificielle à remarquer les caractéristiques de la pauvreté dans les images. Par exemple, y a-t-il un toit sur les habitations? Est-ce que le toit est en fer ou pas? Est-ce que vous voyez des champs qui sont labourés? Et grâce à cela, on peut reconstituer à un niveau extrêmement local le niveau de pauvreté au Nigeria. Et là, bien évidemment, par la suite, ça permet de cibler les actions pour fournir plus de services publics ou fournir plus de revenus à certaines parties du Nigeria. Donc, vous voyez, ici, c'est très, très, très important. Évidemment, autre chose qui nous touche tous, c'est la déforestation. On parle beaucoup en ce moment du changement climatique et vous le savez, l'un des facteurs qui explique le changement climatique, c'est la perte des forêts. La perte des forêts, c'est la perte d'un réservoir de carbone. Évidemment, il y a aussi la perte de biodiversité. Et ici, quoi de plus simple pour mesurer la déforestation que tout simplement compter les arbres? Et on peut le faire, vous l'aurez compris encore, à travers les images satellites. Par ailleurs, avec l'intelligence artificielle, on peut connaître les sources de cette déforestation. Et vous voyez, au Brésil et dans les pays
voisins, très souvent, la source de déforestation, c'est vous, c'est nous, c'est-à-dire c'est notre demande qui entraîne au Brésil plus de déforestation pour nourrir les animaux, pour satisfaire notre demande en bois. Donc, encore une fois, c'est vraiment important. Et vous voyez, ça permet en fin de compte de répondre non seulement au bien commun, mais je dirais en fin de compte de regarder ce qui se passe pour des biens vraiment importants, vitaux pour l'existence humaine. Alors, j'en doute pas qu'à un moment, vous allez vous dire que je suis très naïf, puisque en fin de compte, mon discours est quand même très, très, très différent de ce que vous entendez au jour le jour. En effet, j'ai d'abord voulu vous montrer que le big data, notamment utilisé par un chercheur comme moi, peut vraiment servir le bien commun. En même temps, il ne faut pas se voiler la face, il y a des controverses très importantes. Et une façon d'introduire cela, pour montrer l'importance de ces controverses, c'est la couverture de ce livre. Cathy O'Neil, qui est une data scientist, une spécialiste des données, a écrit ce livre. Elle a fait un jeu de mots habile. Donc, ce n'est pas les weapons of mass destruction, ce n'est pas les armes de destruction massive, mais c'est les armes de destruction mathématique. Évidemment, elle fait référence aux algorithmes. Et très clairement, elle ne serait pas tout à fait d'accord avec moi, puisqu'elle nous explique comment le big data peut augmenter les inégalités et menacer la démocratie. C'est quasiment tout un programme. Néanmoins, vous allez le voir, je comprends ce qu'elle dit et je crois qu'elle a raison sur plusieurs aspects. Parce que, rappelez-vous, il y a toujours ce tandem big data et l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle apprend de nous. Quel est l'intérêt en fin de compte de l'intelligence artificielle? Vous l'aurez compris, c'est lié aux caractéristiques inhérentes de big data. Il y a beaucoup de choses, donc en fin de compte, pour dégager ce qui nous intéresse, il faut automatiser le processus. Parfois, c'est formidable. Ça accélère la prise de décision. C'est utile si vous voulez un crédit. Et je sais qu'il y a des sites où, en 5 minutes, vous pouvez obtenir un crédit. Ça peut être utilisé pour savoir qui est employé, ou quelle est la personne à risque dans les actions de police, ou qui risque de récidiver. Ça paraît formidable, et en plus, c'est un algorithme. Quoi de plus neutre qu'un algorithme? C'est une machine. Elle ne vous en veut pas, elle n'a rien contre vous. Et pourtant, le problème, c'est que cette machine, son intelligence, son réseau neuronal, en fin de compte, a été construit à partir de nos propres décisions, de l'historique de nos décisions. Elle a appris notre propre comportement. Et je suis navré de le dire, mais l'homme est faillible, l'homme avec un grand H, la femme et les hommes. Et par conséquent, parfois, nos comportements ont été discriminatoires envers certaines catégories de personnes, justement, envers les femmes, envers les personnes d'une autre couleur. Et malheureusement, l'IA n'a rien contre vous, mais elle reproduit nos propres biais. Pire, si l'IA est utilisée comme un outil de décision, si donc on prend des décisions basées sur les biais créés au comportement et reproduits par l'IA, eh bien, évidemment, ça va renforcer ses propres biais. L'intelligence artificielle apprendra de ces nouvelles données, remplies de biais, et en rendre une espèce de boucle discriminatoire sans fin, une espèce de dystopie où, en fin de compte, les biais sont de plus en plus renforcés automatiquement. Soyons très concrets. Aux États-Unis, il existe des outils prédictifs, notamment le logiciel Compass. Le logiciel Compass fait partie de cette justice algorithmique. Encore une fois, l'idée, c'est de réduire le temps de justice. C'est un problème en France, j'imagine que c'est un problème au Canada, c'est un problème aux États-Unis. On veut une justice qui soit rapide. Parce qu'évidemment, on ne veut pas que les gens traînent dans les prisons pour rien, traînent dans les tribunaux pour rien. Donc, le logiciel Compass aide à la décision en calculant un risque de récidive, en déterminant la nécessité d'avoir une peine longue ou pas, ou de bénéficier de tel ou tel programme de réinsertion. Encore une fois, c'est un algorithme et il se débrouille pas trop mal. Cependant, ce logiciel, cet algorithme, a appris nos propres biais. Et il se trouve que la société américaine souffre de biais, vous le savez bien, je dirais, liés aux Afro-Américains, pour des tas de raisons. Et le site ProPublica a mis en avant que malheureusement, cet algorithme était biaisé. Pourquoi il est biaisé? Parce qu'il a tendance à pénaliser des personnes de couleur, même si ces personnes de couleur ont le même profil de risque réel que les personnes qui
qui sont blanches. Vous voyez sur le tableau, c'est très souvent, cet algorithme considère que les individus afro-américains, même si ces personnes réellement sont peu à risque, ont tendance à être beaucoup plus à risque selon le logiciel. Pour cet algorithme, les afro-américains sont 2 fois plus susceptibles d'être à risque, même, encore une fois, si dans la réalité, ils ne vont pas récidiver. En revanche, cet algorithme tend à considérer que les personnes blanches sont beaucoup plus à faible risque que les personnes afro-américaines. Encore une fois, pour un profil réel. Et évidemment, ce qui est inquiétant, c'est que cet algorithme peut transformer des personnes qui ne sont pas à risque, des personnes qui s'en très bien, qui ont fait une bêtise et qui n'ont pas à reproduire, en des personnes qui pourraient devenir à risque parce que par la suite, elles ont été condamnées, elles ne trouvent pas un emploi, elles ne savent pas quoi faire et ça peut amener évidemment à des tragédies. Vous voyez combien les biais peuvent être inquiétants et combien on peut comprendre alors le livre de Kathy O'Neill. Peut-être plus inquiétant, c'est qu'il y a le big data peut mener une réalité orwellienne. C'est-à-dire, c'est 1984, c'est un outil de contrôle et d'oppression. Alors, je rassure tout le monde tout de suite, je ne cible pas la Chine. Vous verrez que par la suite, je montre que ça se retrouve partout. Mais évidemment, c'est un cas typique, un cas impressionnant parce qu'évidemment, au niveau de la Chine, chaque action couvre beaucoup de personnes. Mais vous le savez, il y a des minorités qui ne sont pas très bien assimilées en Chine. Et on a découvert que la Chine s'était engagée dans un grand programme de reconnaissance faciale permettant de suivre en permanence certains membres de la minorité. Ce qui est évidemment une violation directe des droits à la vie privée. Et évidemment, on peut également supprimer les droits liés à la liberté publique, par exemple. Donc, c'est un contrôle des populations et c'est inquiétant. Mais ce qui est peut-être plus inquiétant, c'est qu'on retrouve cela en Chine, mais on retrouve cela en fait dans énormément de pays, y compris dans les démocraties. Anne-Sophie a eu la gentillesse de rappeler que j'ai vécu en Écosse, j'ai vécu au Royaume-Uni, et c'est assez connu qu'au Royaume-Uni, il y a ce qu'on appelle les CCTV, des caméras à chaque coin de rue. On est suivi en permanence. Et en fait, selon un rapport, 75 pays importants, vous voyez, plus la majorité ont des systèmes de reconnaissance faciale. 53 pays utilisent l'algorithme prédictif, donc pour faire de la police dite smart. On l'a vu, elle peut être très biaisée. Et ensuite, d'autres pays utilisent le big data plus en intérêt commun afin d'améliorer la gestion des villes. Et vous voyez, c'est inquiétant. C'est inquiétant, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, sans s'en rendre compte, c'est que le big data est en train de rogner sur nos libertés. Peut-être plus flagrant dans les pays autocratiques, mais présent également dans les pays démocratiques. Maintenant, après avoir dit cela, on peut également imaginer que le big data soit un outil de contrôle de l'État et pas l'inverse. Voici mon exemple. Regardez ce graphique. Ce graphique est composé en haut de 2 lignes. La ligne en pointillé était l'évolution des prix officiels de l'Argentine. Vous le savez très bien, l'inflation est toujours un sujet politiquement sensible. Et l'agence officielle d'Argentine disait que le taux d'inflation était à peu près de 10% par an, ce qui semblait très loin en fait de la réalité vécue par les gens en Argentine. Alors, des chercheurs indépendants ont décidé d'utiliser le big data fourni par les sites en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont tout simplement allés sur les sites, les équivalents d'Amazon, et ont récolté les prix et ont calculé leur propre indice d'inflation. Ils se sont rendus compte que l'inflation est 10 à 15% plus élevée en fait. Vous voyez donc, évidemment, par la suite, l'Argentine n'a pu ne plus mentir sur le taux d'inflation. Vous voyez? Donc, en fin de compte, le big data permet aussi de contrôler l'État. C'est à double sens, bien évidemment. Alors, j'aime rappeler qu'en fin de compte, et vous l'aurez compris, j'ai une vision moins naïve qu'on pourrait le penser. Je pense que l'IA, le big data, c'est une technologie. C'est une technologie à double usage, comme le nucléaire, comme les microprocesseurs. Comme le dit souvent Noam Chomsky, une technologie, c'est neutre. Un marteau, c'est neutre. Avec un marteau, vous pouvez construire une maison, mais également, vous pouvez assommer quelqu'un au pire. Eh bien, l'IA, le big data, c'est pareil. Vous pouvez construire la maison. Vous pouvez fournir un plus grand accès au service public.
pouvait améliorer en fin de compte la capacité de l'État à répondre aux crises économiques, politiques, sanitaires, améliorer l'éducation, permettre aux entreprises d'avoir plus d'opportunités, mais également, vous pouvez avoir plus d'activités criminelles sur le darknet, vous pouvez avoir plus de surveillance politique, ou que ces fameuses entreprises du net, eh bien, abusent de leur position pour justement dominer le marché et ensuite réduire l'innovation. Donc, une technologie à double usage. Technologie dangereuse, donc il faut savoir réguler, ne pas avoir peur de cela. En fait, si je devais aller plus loin, je crois que nous sommes à un moment très important. À un moment où, en fin de compte, on pourrait rompre l'équilibre qui existe, en tout cas dans la démocratie. Je m'explique. Pour Acemoglu et Robinson, ils mettent en avant qu'un État doit être puissant. C'est important. La puissance publique est importante. Elle doit agir, on l'a dit, elle doit gouverner. Elle doit guider, elle doit prendre des décisions. C'est le fameux contrat social qu'on retrouve chez Hobbes, chez Locke, chez Rousseau. Mais en même temps, on le sait bien, il faut qu'il y ait consentement de la population. Il faut que la société soit assez forte, en quelque sorte, pour s'assurer que l'État n'abuse pas de son monopole de la violence et n'abuse pas par la suite de son monopole de la violence numérique. Donc, l'État doit être puissant, mais doit être entravé. C'est le shackle Léviathan. Vous voyez, donc l'idée que Hobbes soit un peu contrebalancé, en fin de compte, par la société civile. Mais le couloir est étroit, nous le savons, et nous avons déjà vécu, en tout cas en Europe, cela, que parfois on dévie de ce couloir. Il est possible qu'aujourd'hui, le big data et l'IA, eh bien, puissent nous faire dévier de ce couloir. La vision positive que j'essaie de mettre en avant au début, c'est qu'on reste dans ce couloir étroit et que donc la société prospère grâce au big data. Mais ensuite, on peut craindre que, notamment, que l'État devienne trop puissant. Cette vision dystopique, eh bien, nous ferait aller vers trop d'États puissants. Et dans ce cas-là, la société serait bafouée en quelque sorte. Elle serait piétinée. Elle n'existerait plus. Donc, voici l'inquiétude qu'on peut avoir avec l'IA, le big data. Ça peut renforcer ou déstabiliser nos sociétés. Alors, vous l'aurez compris, c'est pour cela que j'ai cité Hobbes, Locke, Rousseau. Toute en fait, cette vision contractuelle, un contrat entre ceux qui sont gouvernés et les gouvernants est nécessaire. Et à la base d'une démocratie, le big data change beaucoup de choses et notre réponse est la suivante. Nous avons besoin d'un nouveau contrat social. Un contrat social qui repose sur trois choses importantes. D'abord, vous l'aurez compris également, la valeur. On produit beaucoup de données, certaines sont plus importantes que d'autres. Donc, il faut s'assurer que ces données soient publiées, soient fournies, et pas forcément d'ailleurs dépendre d'organismes privés qui peuvent changer. Vous savez très bien que, par exemple, parfois Google, Amazon décident du jour au lendemain de supprimer un service, même utile. Ici, si le service est important, si c'est un service public, il est important que le public y ait accès. Ensuite, et on le sait tous, parfois, on manque de confiance. On manque de confiance pour partager nos données. Par exemple, si parfois il n'y a pas d'intégration des données médicales, parce que nous ne voulons pas partager nos données médicales. Et pourtant, pour accélérer la recherche en mettant nos données en commun. Il faut avoir confiance pour cela. Il faut avoir d'autant plus confiance si également on imagine échanger les données internationalement. Pouvons-nous vraiment faire confiance des États non démocratiques ou même à des États qui n'appartiennent pas au même bloc, je dirais. Il y a eu des tensions, par exemple, entre l'Europe et les États-Unis pour partager nos données. Ensuite, il faut que ces données soient disponibles pour tout le monde. Et vous l'avez vu, c'est important que, par exemple, les données soient disponibles pour la société civile afin qu'elle puisse contrôler l'État. Alors concrètement, comment pouvons-nous faire? Tout d'abord, je plaide pour que de plus en plus de personnes s'y intéressent, qu'ils développent leur littératie, si vous voulez, statistique, mais surtout des personnes, en quelque sorte, renforcent les appareils statistiques officiels. C'est toujours important. L'État doit être, en quelque sorte, puissant, y compris en termes de génération de big data. D'un autre côté, encore une fois, il faut faire attention aux algorithmes utilisés. Rappelez-vous de Compass. Compass et des failles. ProPublica a mis en avant ces failles. Il faut être capable que les algorithmes prédictifs utilisés pour guider notre société soient transparents. Transparents et que soit on puisse les retirer, soit les améliorer. Ensuite, il est important de protéger nos données. Alors, par exemple, en Europe, il y a le RGPD, le Règlement général de protection des données depuis 2018,
qui fait un pas en avant. Insuffisant, mais c'est important que les données soient protégées. Et comme cela, on peut retrouver la valeur, de la confiance et de l'équité. Maintenant, j'arrive presque près de la fin de cette réunion et je crois que je vais tenir mes 40 minutes allouées et permettre, j'espère, beaucoup de questions. J'aimerais vous montrer plusieurs exemples. D'abord, Big Data, à quoi ça peut servir. Schema, mon école, a contribué au lancement d'une fondation qui s'appelle Higher Education for Good. L'idée, c'est que justement, il y a besoin de nouveaux contrats sociaux, un nouveau paradigme, et ça commence par l'éducation, évidemment, des jeunes. Les jeunes, par définition, seront les leaders, les dirigeants de demain, ceux qui changeront le monde. Donc pour cela, il faut révolutionner notre façon d'enseigner au niveau de l'enseignement supérieur. Évidemment, il y a assez peu de sens de faire cela sans d'abord leur demander leur avis. Pour cela que la Higher Education for Good a lancé l'initiative Youth Talks, qui est tout simplement de consulter ces jeunesses. Et là, on retrouve toute la force de l'IA et du Big Data. Grâce aux outils numériques, on peut accéder aux jeunesses du monde entier, leur poser des questions ouvertes et par la suite traiter ces réponses grâce aux outils d'intelligence artificielle pour faire apparaître les consensus, les dissensus et également les zones non éclairées. Rappelez-vous, les zones qu'on oublie parce que malheureusement, elles ne sont pas sous la lumière. Donc, c'est un très grand plaisir pour moi de participer à cela. Et je vois ici un usage vraiment bienveillant du big data et de l'intelligence artificielle. Ensuite, ce qui est important lorsqu'on pense au futur, c'est si on ne veut pas être déçu, en fin de compte, c'est de le préparer. Et pour cela, il faut le penser. Et Schema Publica, qui a eu la gentillesse de me faire confiance pour écrire cette note sur le big data, est un think tank à Schema qui est là pour penser le monde de demain. Il soit direction de Claude Revel et vraiment son objectif, vous voyez, c'est d'alimenter très concrètement les débats nationaux, internationaux sur tous les enjeux de demain. Enfin, et j'espère que ça vous touchera en quelque sorte, c'est qu'à Montréal, nous avons un centre de recherche ici pour façonner demain. Un centre de recherche sur l'intelligence artificielle. Mais encore une fois, c'est appliqué avec l'idée qu'il faut briser les silos, qu'il faut avoir des personnes qui sont spécialistes données, mais capables de parler à la société civile, capables de parler aux managers, aux étudiants et à n'importe quelle personne qui se sont concernées par le big data et l'intelligence artificielle. Pour pas justement qu'on en fasse un mystère, qu'on crée une espèce de caste ou une espèce de secte et que ce soit un outil disponible pour tout le monde. Donc, Schema Canada est là pour contribuer, encore une fois, au nouveau contrat social, c'est-à-dire la valeur, la confiance et l'équité. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et maintenant, je suis tout à fait disposé à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Rodolphe, pour cette présentation et bravo d'avoir respecté de manière aussi minutieuse le temps qui vous étiez alloué. Nous avons une première question dans l'outil de Q&R auquel j'invite tout le monde à poser ses questions. Une première question qui nous est posée par Amina Yagoubi, qui est la suivante. Comment éviter les biais algorithmiques qu'on retrouve dans l'IA et s'assurer des données clean, fiables? Merci beaucoup pour cette question. C'est une question qui est fondamentale, en fait. Parce qu'on peut très bien avoir des algorithmes qui fonctionnent très bien avec les données fournies, c'est-à-dire, par exemple, les blancs et les noirs seraient, par exemple, condamnés de la même manière si on les utilise, mais qui, en fin de compte, néanmoins, ne tiendraient pas compte du fait que, à la base, les profils peuvent être identiques et, par conséquent, peuvent entraîner ces biais. Alors, comment pouvons-nous faire? Tout d'abord, il y a des possibilités de corriger pour cela. Et corriger pour cela, c'est s'assurer que les données qui sont fournies, justement, elles-mêmes ne sont pas biaisées. Ça, c'est la première chose à faire. Ce qui n'est pas du tout facile et qui nécessite un traitement. Donc, vous voyez pourquoi, en quelque sorte, de plus en plus, on parle d'intelligence artificielle sous supervision. Penser que l'intelligence artificielle va elle-même, en fin de compte, prendre tous nos biais neutres est évidemment un fantasme. Ensuite, pour avoir des données clean et fiables, eh bien, il faut améliorer, en fin de compte, la récolte de ces données. Très souvent, on néglige les capacités statistiques des agences, la capacité statistique de l'État, et souvent, justement, on compte, et vous l'avez bien vu, sur Google, tout cela, ou sur Facebook, pour fournir des informations. Donc, ma réponse est en deux temps.
Tout d'abord, il faut en fin de compte revoir ces algorithmes, les retravailler, réfléchir sur les critères qu'on utilise. Est-ce que même si l'outil fonctionne en soi, est-ce que néanmoins il ne répète pas des biais? Et ensuite, améliorer la qualité de données et investir plus. Et finalement, pour lier tout cela, il faut que tout cela soit fait de manière supervisée et avec de la transparence. D'autant plus si cet outil nous touche, vous, moi, c'est-à-dire qu'il y ait des chercheurs spécialistes qui travaillent non pas, encore une fois, d'organismes privés, d'organismes publics, qui puissent auditer en quelque sorte ces algorithmes. Merci beaucoup. On enchaîne avec une question d'un spectateur anonyme. Je vous la lis. Bonjour monsieur, merci pour votre présentation. Il y a un aspect sur lequel je m'interroge. Vous présentez des initiatives d'origine très diversifiée, milieu académique, associatif, étatique, mais au regard de la notion d'intérêt général qui appartient au monopole de l'État, qui doit le définir? L'État, les initiatives privées, faut-il une régulation de celles-ci? C'est vraiment des très très bonnes questions. Alors, c'est une question que je crois qui est encore une fois profonde. À qui appartient l'intérêt général? Avant, on aurait dit, et vous le savez sans aucun doute, vous avez déjà entendu cela, l'État s'occupe de l'intérêt général, l'entreprise, par exemple, s'occupe de faire du profit. En fait, cette vision un peu manichéenne disparaît de plus en plus. On accepte de moins en moins que les sociétés ne sont là que pour faire du profit et que l'État gère seul l'intérêt général. On demande de plus en plus aux entreprises maintenant d'être, par exemple en France, à mission, ou en tout cas d'intégrer les fameux critères ESG, c'est-à-dire liés à l'environnement, à la durabilité, à la bonne gouvernance. Donc, de plus en plus, l'intérêt général devient partagé. Et également, on se rend compte que la démocratie vacille et qu'il est conséquent de repenser la démocratie et de demander de plus en plus, en fin de compte, la contribution des citoyens. À partir de là, on réintègre en fin de compte dans l'intérêt général et dans la production d'intérêt général les citoyens et l'IA, le big data, peut aider. Ensuite, est-ce qu'il faut une régulation? Est-ce que les entreprises peuvent se dire pour le big data? Facebook avait une initiative, Data for Good, mais est-ce que vraiment on peut confier à ces entreprises notre intérêt général, sachant que ces entreprises peuvent changer de projet, peuvent changer de cap, peuvent également, parfois malheureusement, abuser de nos données? Je crains que Facebook, sa réputation a beaucoup souffert à cause de cela. Je crois que non, je crois que oui, je crois qu'il faut les réguler, je crois qu'il faut des autorités, de façon encore une fois assez compétente pour être capable d'auditer ces entreprises, notamment les domaines sensibles. Merci beaucoup. Nous avons une question d'Essotina Vivien Adjanta. J'espère ne pas écorcher le nom de cette personne. Alors, comment peuvent être gérées les inégalités créées par le big data? Alors, il y a plusieurs façons de répondre à cette question, mais à mon avis, très souvent, les inégalités gérées par le big data, c'est toujours en fin de compte le schisme qui existe entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Donc, en tant qu'enseignant-chercheur, je crois qu'il est toujours mieux de savoir. Et pour cela, il faut maîtriser d'abord ce qu'est le big data, mais également savoir en fin de compte le manipuler et comprendre également comment il est traité à travers l'intelligence artificielle. Donc, je crois que c'est à travers l'éducation, ce que j'appelle la littératie statistique, la littératie numérique, qu'on peut lutter contre les inégalités. Parce qu'encore une fois, nous l'avons tous vécu, quand vous allez chez le médecin, vous vous sentez en position d'infériorité parce que vous savez moins que le médecin. Lorsqu'il y a eu la pandémie, eh bien, vous vous sentiez en position d'infériorité parce que, évidemment, c'était les épidémiologues qui savaient plus que vous. Mais je crois que même si, évidemment, il y aura toujours des professionnels, très important d'avoir une base afin de savoir les fondamentaux et, par conséquent, de retrouver un peu d'autonomie, de retrouver un peu de pouvoir de décision. Alors, Rodolphe, on ne vous lâche pas. On enchaîne avec une question d'Élise Chauvineau, qui est la suivante. Qui définira les critères d'évaluation, des critères à collecter pour faire état d'une situation? Qui définira la manière d'interpréter les données collectées? S'assure-t-on que l'organe décisionnel soit lui-même inclusif dès le départ, l'équipe, au risque de ne pas comprendre les particularités des zones analysées et les nuances à apporter? Et comment vous assurez-vous de cela, d'une part, et comment ce critère est-il vérifié dans les organes usant des données de big data? Oui, je pense que c'est quelque chose qui est passionnant et pourtant, je ne vois pas cela comme un obstacle. Je m'explique. Par exemple, en France, je peux m'excuser, c'est à peu près l'exemple que je connais le mieux. Nous avons l'INSEE, qui n'a pas une statistique formidable, qui très clairement
c'est identifier, j'imagine en conversation avec l'État, mais également la société civile, les besoins statistiques présents, nouveaux. Et par conséquent, je crois que nous avons encore des équipes capables de savoir si nous avons besoin. Et donc, par la suite, de nouveaux besoins naissent parce que la société change. Et encore une fois, je crois que ces organismes sont capables d'identifier ce qui est nécessaire. Donc, au niveau des organismes publics, je n'ai aucun doute sur leur capacité à savoir ce qu'il faut rechercher. Peut-être là où nous avons besoin de régulation, c'est que, encore une fois, nous ne voulons pas un État tout-puissant non plus. Nous voulons un État qui soit contrôlé et on peut imaginer, et ça serait très bien, qu'il y ait des comités de surveillance où il pourrait y avoir des académiques, des citoyens engagés, même des professionnels privés qui, en quelque sorte, poseraient des questions sur est-ce, pourquoi on collecte ces données, est-ce que c'est les bonnes données à collecter, qu'est-ce qu'on fait de ces données par la suite. Et là, on retrouve d'ailleurs, Anne-Sophie est beaucoup plus calée que moi pour en parler, mais on retrouve évidemment l'importance du droit. C'est par exemple, est-ce qu'on peut collecter toutes les données? Est-ce qu'on respecte le droit privé? Est-ce qu'on garde ces données pendant X temps? Est-ce qu'on peut transférer ces données, par exemple, au système, par exemple au fisc, dans certains cas? Là, il y a toute une question à se poser, et ça, c'est une question de société. Et encore une fois, les questions de société, la société, c'est nous, et donc il faut s'engager. Et pour s'engager, il faut comprendre, et donc il faut de la littératie statistique. Merci beaucoup. Nous avons une question à présent de France Bernier. Comment s'assurer la participation de la société civile? Force est de constater que présentement, le développement des logiciels de prédiction ou de l'IA en général s'appuie sur les entreprises de développeurs sur des chaires de recherche. Les acteurs de la société civile sont absents et non sollicités. Je pense par exemple aux organisations syndicales, aux groupes de citoyens et aux organisations qui représentent les travailleurs et travailleuses eux-mêmes, aux citoyens eux-mêmes et aux travailleurs et travailleuses dans les milieux de travail. On ne les consulte pas, on ne les informe pas. On leur impose ces outils technologiques. Alors, comment s'assurer de la participation de la société civile? Merci. Oui, alors France, c'est vraiment une question passionnante. Et il se trouve qu'on est en quelque sorte confronté à cela avec l'initiative Youth Talk. C'est comment, en fin de compte, accéder à tous ces jeunes dans le monde entier. Eh bien, à travers cela, on peut utiliser des outils qui sont maintenant ce qu'on appelle la civic tech, des outils d'intelligence, euh, des outils d'intelligence euh, collective et massive, au sens qu'à la fois on peut traiter beaucoup de demandes et en même temps beaucoup de données et atteindre beaucoup de champs. Comment ça se passe très concrètement? Eh bien, des outils comme j'ai pu l'évoquer, où les personnes peuvent répondre à des questions très très ouvertes et être sollicitées, et par la suite, justement, leurs réflexions peuvent être analysées. Donc, comme cela, non seulement on ne les restreint pas, on ne leur impose rien, mais ensuite ils peuvent participer. Et il se trouve que, notamment en France, il y a eu beaucoup de consultations faites, des consultations citoyennes de plus en plus importantes. On a eu des grands débats, on a eu des choses sur la justice, on a des choses sur l'environnement, et par la suite, cela remonte. Et c'est après, on fait des très beaux rapports avec. J'ironise un petit peu là sur les très beaux rapports, parce qu'il est vraiment important par la suite, c'est que ces rapports aient un impact. Et ça répond un peu à votre question. C'est ensuite, est-ce qu'on donne une voix? Et je crois que là, c'est vraiment important de penser à comment ces rapports peuvent remonter jusqu'à, en France, à l'Assemblée nationale, en tout cas les dirigeants politiques, pour qu'ensuite on puisse agir. Le président Macron a lancé quelques initiatives en ce sens. Néanmoins, on peut faire beaucoup mieux. Et vous le voyez encore une fois, on est un petit peu à une croisée des chemins où à la fois des personnes veulent plus participer, mais ne veulent pas participer par les moyens traditionnels. Ils veulent plus voter, vous le savez tous, hein. De moins en moins de gens votent dans la démocratie. En revanche, ils seraient peut-être prêts à participer à travers le téléphone portable, à travers ces outils d'intelligence collective massive. Et donc, il faut réfléchir à comment on peut en quelque sorte redonner le goût aux gens à participer à la vie commune. Rappelez-vous, res publica, la chose commune. Et malheureusement, et c'est tout le sujet de cette conversation en fin de compte, c'est que parfois on perd de vue que l'intérêt commun, on peut y participer, on y participe indirectement à travers l'action de gouvernement. Merci. Amina Yagoubi nous repose une question ici. Pour rebondir sur la qualité des données en IA, on a cette fameuse phrase garbage in, garbage out. Par ailleurs, comment éviter que le crédit social lancé en Chine ne se généralise dans les autres pays? Comment aller vers une sobriété numérique comme contrat social? Amina pose beaucoup de questions. Euh,
qui amènent des réponses différentes. La première raison, vous avez raison, garbage in, garbage out, alors pour ceux qui ne sont pas des pros de l'économétrie, c'est quelle que soit la sophistication de vos algorithmes, votre modèle économétrique, si les données sont mauvaises à la base, vos résultats seront mauvais à l'arrivée. Bien évidemment, c'est quelque chose dont il faut faire attention et on l'a évoqué dans une des questions-réponses. Il faut s'assurer évidemment la fiabilité des données à la base. Ensuite, c'est une chose différente du crédit social. C'est un système qui est en Chine et qui, en quelque sorte, essaye de créer des incitations où on peut pénaliser les individus s'ils ne font pas les bonnes actions définies par le régime. Et en revanche, ils peuvent être valorisés s'ils font les bonnes actions. Donc là, on va dans l'idée qu'on a échappé au couloir étroit, où l'État est trop puissant, intervient trop, en tout cas d'une manière trop intrusive. Évidemment, au Canada, en France, des systèmes d'amende, il y a des façons, en quelque sorte, de récompenser les bons comportements, mais surtout de pénaliser les mauvais comportements. Néanmoins, il est certain qu'en Chine, il n'y a pas ce respect des droits privés. Et ça peut être vraiment très inquiétant. En revanche, je peux repenser des programmes qui valoriseraient, c'est déjà fait d'ailleurs, par exemple ceux qui sont plus pour l'environnement. Par exemple, vous avez une subvention si vous achetez quelque chose d'électrique. Mais encore une fois, ces politiques ont été prises par nos gouvernants, élus démocratiquement, donc en quelque sorte, qui nous représentent. Rappelez-vous, nous sommes des démocraties représentatives. Ils sont là pour nous représenter. Il me semble qu'il me manque un petit morceau de la question, je la regarde à nouveau. Oui, la sobriété numérique comme contrat social. Voilà, c'est quelque chose d'encore différent. En tout cas, si on le prend en termes maintenant des discussions autour de la COP27, est tout à fait vrai que ce n'est pas parce que nous sommes une économie numérique, une société numérique, qu'il n'y a pas de coût environnemental. Vous le savez tout d'abord, chaque serveur, chaque email envoyé utilise de l'électricité. Pour construire les microprocesseurs, il faut des terres rares et ça crée de l'extraction ou ça consomme de l'eau. Évidemment, ensuite, il y a pour moi des dérives. Alors, je vais sans doute en choquer certains sur les cryptoactifs et notamment tout ce qui est le Bitcoin et l'idée qu'il faut faire utiliser de l'énergie intensivement pour créer de la monnaie numérique, alors qu'en fin de compte, on est capable pour l'instant, des euros et des dollars canadiens, de les créer d'une façon très rapide et électronique par les banques centrales. Donc, à mon avis, comme dans beaucoup de choses, il faut réfléchir sur nos vrais usages et nos vrais besoins. A-t-on vraiment besoin de cryptoactifs qui sont minés par des mineurs justement en Chine où ça marche au charbon? Je ne le crois pas. C'est là où il faut faire preuve de sobriété, c'est réfléchir à nos vrais besoins et en quelque sorte ne pas se laisser emballer par, je dirais, des dérives liées à une surconsommation ou à trop d'innovation. Alors, nous enchaînons avec une question de Lise Chauvineau. Sachant que les États, même occidentaux, le contexte politique actuel nous le prouve de nouveau, ne sont pas neutres. Comment s'assurer que les données issues de ces collectes massivement servent un but valorisant la population et ne soient pas utilisées pour renforcer des inégalités ou des politiques discriminatoires? Oui, je pense, Lise, c'est une excellente question et ça revient toujours à l'idée suivante. L'État, si on prend le cadre hobbesien, est un léviathan. C'est quelqu'un qui a vraiment, vous le savez, sa définition, en tout cas weberienne, le monopole de la violence. Alors, très souvent, on dit que cette violence est physique et de plus en plus, elle peut être, surtout, Lise vous le mettre en avant, une violence numérique. D'où l'importance d'avoir une société civile qui soit forte. La société civile qui soit forte, c'est que l'État elle-même, à travers la démocratie, finance ses actions, finance justement la littératie statistique, mais également accepte de se soumettre à la société civile. C'est un petit peu tout ça le contrat social. C'est en fin de compte, c'est tel Ulysse qui se lie au mât quand il y a le chant des sirènes. L'État, pour ne pas succomber, en quelque sorte, à ce désir de violence, doit accepter d'être restreint. Alors, s'il vous reste un peu d'énergie, on peut Bien peut-être sûr. terminer avec la question de Fabien Le Chevalier, qui est la suivante. Vous parliez de la place de ces nouvelles technologies au sein du contrat social. Toutefois, l'IA et le big data sur lequel elle repose est susceptible de favoriser un processus de sélection des risques chez certains acteurs qui n'est pas parfaitement compatible avec la logique inclusive du contrat social, tel que fondé sur le principe d'impartialité, voire la théorie du voile de l'ignorance de John Rawls. Aussi, comment réconcilier transparence et solidarité? Alors oui, c'est encore une fois une merveilleuse question pour ceux qui ne connaissent pas forcément John Rawls. Il y a l'idée qu'en fin de compte, si nous tous,
nous étions derrière un voile, et sans savoir notre place dans la société future, nous prendrions sans doute des décisions plus propices à protéger les minorités et à favoriser le bien-être des plus pauvres. Sachant qu'au bout d'une génération, malheureusement, ces expériences ne marchent plus, puisqu'après, il y aurait des inégalités créées. Mais vous avez raison. Vous avez raison, par exemple, on parle très souvent de médecine personnelle, qui serait par exemple basée sur nos gènes. C'est une autre forme de big data. Dans ce cas-là, évidemment, on cible les gens, on peut identifier leurs risques. Et toute l'idée de la médecine collective, de système de sécurité sociale, basé sur le fait qu'il y a des personnes en très bonne santé et des personnes malades, et qu'on les met tous ensemble, comme cela, les personnes en très bonne santé paient pour les personnes en mauvaise santé, ce système-là pourrait disparaître. Dans ce cas-là, c'est relativement simple, c'est de ne plus faire semblant, en fin de compte, d'ignorer cela et accepter que nos systèmes sociaux doivent être basés sur la solidarité, tout simplement. Et c'est encore une fois, vous le voyez, c'est revoir ce contrat social. Je crois très réellement que nos sociétés démocratiques sont en autopilote. Et cet autopilote, petit à petit, perd de l'altitude. Donc, il est temps de revoir un petit peu ce que c'est, pourquoi nous vivons en société, pourquoi la démocratie est importante, pourquoi il est important de contribuer chacun au bien commun. Merci infiniment. Il nous reste quelques minutes, alors peut-être, et je vois que le fil ne cesse de continuer. Malheureusement, avec le temps qui nous reste, je dois clôturer cette séance et je suis désolée pour les spectateurs, spectatrices qui seraient frustrés de ne pas avoir réponse à vos questions. Pour clôturer ce cycle, d'une part, j'aimerais vous dire que les midi-conférences reviennent très rapidement le 1er décembre, soit jeudi prochain, à la même heure, entre midi et 13 heures, avec une présentation de Jean-Noël Nikemia, expert en santé numérique et en analyse des mégadonnées, qui va s'interroger sur ce qu'on entend concrètement quand l'on parle de qualité des données et qu'est-ce qu'on en entend chacun en fonction de nos disciplines. Rodolphe, surtout, il me reste à vous remercier pour cette excellente présentation et pour votre agilité dans toutes vos réponses. Je tiens aussi à remercier chaleureusement l'équipe de l'Obvia par son soutien dans l'organisation de ces midi-conférences. Enfin, je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui ont assisté aujourd'hui à cette conférence. Merci beaucoup à toutes et tous et à très bientôt. Merci.